pour parler de tous ces conflits d'intérêts, je voudrais, par exemple, vous parler d'abord de notre actuel président de la République. Alors, comme vous le savez, il a travaillé dans diverses entreprises françaises, ancien banquier de Rothschild, par exemple, et il a eu à gérer des fusions, des acquisitions, des affaires, Nestlé, par exemple, ou Alstom. Et je vous recommande d'aller voir sur le site de Public Sénat, je vous en ai déjà parlé, un remarquable documentaire sur l'histoire d'Alstom, ce scandale absolu, et voir comment on a bradé un fleuron national et comment on l'a littéralement offert, donné, bradé aux Américains. Alors, dans l'entourage proche déjà du candidat, nous avons toute une série, on va dire, d'industriels, c'est même pas d'industriels, plutôt de gens du CAC 40, donc Alexandre Bompard, Fnac Darty, le rachat du monde, effectivement, avec l'inénarrable Monsieur Minck qui jouait les Monsieur Bons Offices ou Mauvais Offices, je ne sais pas ce qu'il faut dire, Xavier Niel, le propriétaire de Free, Georges Plassat de Carrefour, Serge Weinberg de Sanofi, etc., etc., Frédéric Mazzella de Blablacar, Éric Carrel, bon, enfin, et puis l'incontournable Pierre Berger, paix à son âme, il a disparu, ou Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne. Il faut que je lise Le Grand Manipulateur. Il paraît qu'effectivement que ce livre est excellent. On a reçu son auteur la semaine dernière. Alors, par exemple, dans les conflits d'intérêts avec le monde des entreprises privées, moi je défends le monde des entreprises privées, je défendrai toujours les entrepreneurs, les fleurons français, c'est pas la question. La question, c'est celle de la porosité entre les différents secteurs et le fait que quand vous défendez l'intérêt général, au nom de tous les Français, vous ne pouvez pas défendre tel ou tel intérêt catégoriel, telle ou telle entreprise. Et je vais essayer de vous expliquer comment c'est organisé et comment le confort qu'on fait autour de ça, avec aussi des hauts fonctionnaires qui viennent pantoufler et qui retrouvent, quand ils n'ont plus rien, leur corps d'origine avec l'avancement qui va bien, puisqu'ils se mettent en disponibilité et ensuite ils retrouvent leur corps d'origine. Alors, par exemple, nous avons, j'ai retrouvé un peu mes notes, Jean-Jacques Mourad, qui avait été obligé de démissionner en raison des liens qu'il avait avec les laboratoires Servier, le Mediator. Je vous en dirai quelques mots, puisque moi, j'ai eu, ça c'est la vie, j'ai eu plusieurs vies. J'ai connu ce monde de l'intérieur, puisque vous le savez, à une période, je suis allé en politique avant d'en partir en courant. Je venais de la presse, j'ai fait de la politique, je suis retourné dans le privé, m'occuper d'entreprise, et petit à petit, nous avons développé un pôle, donc média. Ça me permet d'avoir vu de l'intérieur, pas simplement dans les livres ou dans les articles, le fonctionnement au quotidien de toutes ces institutions françaises et de toute cette corruption passive et active. Et je vais essayer de vous en parler de la manière la plus simple, en essayant de vulgariser les choses, de ne pas aller trop dans les détails. Ce sont des affaires éminemment complexes et éminemment subtiles, parce que la notion de conflit d'intérêts en France, elle est difficilement cernable. Il n'y a pas véritablement de définition juridique. Il y a simplement un faisceau d'indices, d'analyses, etc. On est champion pour faire chaque fois des comités Théodule, des comités autorités pour la haute transparence de la vie publique, des parquets, je ne sais pas ce qu'ils parquettent. Finalement, ça finit comme ça, en non-lieu souvent, et vous n'avez plus aucune nouvelle. Alors, je vais vous parler donc de Jacques Mourad et de Servier. Il y avait évidemment, mais il est toujours là, Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche et député PS. Vous savez, ancien directeur des mutuelles, directeur général des mutuelles de Bretagne. Vous connaissez toute l'histoire de la SCI avec sa compagne, on revend, etc. On fait des plus-values, pas de problème.
Il avait, ce monsieur, forcément déposé, bon, ça a été abrogé, un amendement sur le secret des affaires, parce qu'il ne faut pas que ça apparaisse, parce que les Français sont des veaux, sont des idiots, ils ne sont pas capables de décrypter, de telle sorte que vous avez aujourd'hui, quand même si ça n'a pas été au bout, le secret des affaires. Quand, par exemple, vous avez des fusions-acquisitions dans un secteur au CSA, et moi, vous savez à quel point je me suis battu là-dessus. On vous fait des rapports pour mesurer, soi-disant, est-ce que ça va déstabiliser le marché de l'information, est-ce qu'il ne va pas y avoir de concentration, est-ce que ça va déstabiliser le marché publicitaire. Donc on fait des beaux rapports qui sont commandés à des boîtes privées d'ailleurs, pour la plupart, avec les services du CSA. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que ça pourrait être intéressant, c'est expurgé de tous les chiffres. Donc vous avez du blanc. Vous avez du blanc sur les chiffres d'affaires, vous avez du blanc sur les bénéfices, vous avez du blanc sur tous les chiffres. Donc on vous prend pour un idiot. Vous êtes auditionné en tant que tiers pour donner votre avis sur le sujet. Et c'est la loi. Vous ne pouvez pas aller plus loin parce qu'il y a le fameux secret des affaires. Donc vous avez des beaux camemberts, vous avez des belles lignes de crédit et de débit, mais il n'y a pas les chiffres. Donc je ne sais, vous ne savez même pas ce que vous regardez, vous ne savez même pas quoi dire, sinon des généralités. Parce que chaque fois que ça devient intéressant, vous ne pouvez pas donner votre avis et vous ne pouvez pas faire d'addition, de soustraction et démontrer quoi que ce soit. Donc voilà, nous avons ce monsieur, donc Jean-Jacques Mourad, Richard Ferrand. Jean-Jacques Mourad, c'est le frère de Bernard Mourad, vous savez, qui était en charge des questions économiques par Macron, hein, qui était l'ancien patron d'Altis Media Group, le frère donc de Jean-Jacques, et donc qui avait piloté la restructuration, mon copain Mauduit en a bien parlé dans son bouquin notamment, qui avait refait toute la restructuration des actifs d'Altis Media Group, donc comprenant l'IB, l'Express, etc. Et d'ailleurs, notre grand éditorialiste à l'écharpe rouge, M. Barbier, a aidé à cette restructuration en tapant sur ses anciens confrères journalistes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, finalement, il n'y a plus vraiment de journaux en France qui sont plus vraiment indépendants. On a même mis des kiosques numériques, donc on a racheté les marques, on les a vidées de leur substance, et puis vous avez la même information, toujours pilotée. Donc c'était 18 magazines de mémoire et 7 sites internet. Et auparavant, ce monsieur, qu'est-ce qu'il était? Il était directeur général de Morgan Stanley, la fameuse banque américaine que vous connaissez tous. Alors, dans cette campagne aussi, parce que vous savez que tous les candidats, pratiquement, dépassent le plafond de campagne. Et je dois dire, moi j'ai fait 2 campagnes présidentielles pour Jacques Chirac. Les plafonds, et après j'en parlerai, les plafonds sont littéralement explosés, atomisés. Et donc vous avez une commission des comptes de campagne. Tout le monde le sait et chaque fois c'est validé. On sait que les gens ont magouillé, mais ensuite ils sont quand même élus. Il n'y a pas tellement d'investigation. Ils sont déclarés irresponsables durant l'exercice de leur mandat. Et après, de justice en justice, en recours, ça traîne 10, 15, 20 ans. Et ça finit par s'éteindre. Et puis après, on parle d'autre chose. Donc, je vais vous donner des choses très précises parce que c'est bien beau, chaque fois, on entend corruption, tous pourris, etc. Je dis souvent, si les Français savaient le quart du dixième de comment ça se passe réellement, mais ils seraient épouvantés. Et moi, je vais essayer chaque fois de vous démonter et de démontrer, vous démonter ce système, comment ça fonctionne. Alors, pour continuer sur la liste des gens, vous aviez par exemple Didier Casas, directeur général adjoint de Bouygues Télécom, Audrey Bourrelot, qui était conseillère référence d'Emmanuel Macron en matière d'agriculture, qui est aussi dans les lobbies de l'alcool, mais pourquoi pas. Je vous dirai après pourquoi ça me gêne tout ça. Pas que moi, mais les Français. Parce qu'on
qu'on défende quelque chose, qu'on défende son entreprise, qu'on défende son secteur d'activité, ben, quoi de plus normal? Les gens doivent travailler, gagner leur vie, etc. Mais qu'on mélange les affaires de l'État qui appartient à tous les Français, avec des intérêts privés, et qu'en plus on en met une surcouche, et qu'on vous dit après, attention, l'abus d'alcool est dangereux, attention, il faut sauver la planète, etc., etc., je vais vous raconter comment ça se passe et qui fait quoi, parce que ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté, par exemple? Ah oui, Christian Darnien, qui était le président de l'association de financement d'En Marche, il était quoi? Il était ancien directeur général de BNP Paribas Asset Management, ancien président de comité au MEDEF, et était membre aussi de la commission consultative de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui régule le secteur bancaire, notamment, qui est très très réglementé. Donc voilà déjà une petite liste. Je pourrais aussi vous parler d'Alexis Kohler, puisque vous avez vu qu'il y a une procédure qui est ouverte, mais que donnera-t-elle? On ne le sait pas. Du temps où, vous savez qu'il n'avait pas dit, d'ailleurs, il avait bien dissimulé dans sa déclaration qu'il était cousin proche des dirigeants de MSC Crociere, MSC Croisière, et il a eu affaire, effectivement, à toutes ces questions quand il était secrétaire général de l'Élysée. Et donc, vous savez qu'il y a une histoire sur le sujet, un vrai sujet d'ailleurs de fond, mais ce n'est pas le seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé ce matin, certains m'ont dit, mais c'est un vieil article, il a 1 an, parce que aujourd'hui, effectivement, il faut être dans le hit parade. Si vous ressortez une info, l'info a 1 an, on vous dit fake news. Ah bah oui, très bien, ok, à 1 an, c'est une fake news. Alors, je parlerai après de tous ces sujets, je prendrai vos questions. Hein. J'ai fait un tweet ce matin, puisque il se trouve que j'ai pu voir dans ma vie passer Monsieur Raffarin, notamment pour les très petites entreprises, quand il était ministre des PME, de l'artisanat, etc. Vous savez, l'intelligence de la main, avec ces fameuses raffarinades, là. Et donc, on apprend, mais c'est pas nouveau, il y a même des gens qui ont fait, qui m'ont poké là sur les réseaux, je vais lire leur bouquin, c'est Pierre Thyssen et Régis Soubrouillard, hein, les journalistes économiques, tout à fait intéressant. Et donc, on apprend effectivement quoi, que M. Raffarin, mais ce n'est pas un cas isolé, une espèce de pont avancé de la France en Chine. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous voyez des gens qui nous vendent sans arrêt l'Europe, le patriotisme économique français, les grands fleurons français, et chaque fois qu'ils sont passés au gouvernement, à Matignon, ou qu'ils ont été députés ou sénateurs, ils ont aussi été des hauts fonctionnaires pour certains, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils embarquent le carnet d'adresse, ils ont travaillé avec un certain nombre d'États souverains, et puis après, ils font du business, alors que normalement, si vous voulez, quand vous êtes dans des intérêts comme ça, stratégiques d'État, vous faites un petit peu attention à ce que vous faites. Quand vous êtes dans des secteurs de l'armement, quand vous êtes dans les secteurs de l'eau, quand vous êtes dans les secteurs de l'énergie stratégique, des transports, des aéroports, vous faites quand même un petit peu attention à ce que vous faites. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, n'est-ce pas, vous avez les Chinois, grande nation, grand peuple, ils sont communistes, hein, les Chinois, c'est bien connu, et ils offrent chaque fois des beaux pandas comme ça, à des zoos, à Beauval, ils les prêtent, etc. Et vous avez comme ça toute la presse, people, qui s'extasie. Oh, le beau panda, mais ils font ça généreusement, gratuitement. Hein. Donc, ce qui est intéressant, donc depuis qu'il n'est plus Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin écrit des livres. Il écrit des livres qui sont, certains ne sont que publiés en Chine. Il enseigne dans une école de commerce chinoise. Et donc,
il est le pont avancé pour aider, c'est toujours pour aider les entreprises françaises à se développer en Chine. Alors, je ne sais pas si vous savez que pour aller travailler en Chine, il faut être chinois. Et si vous n'êtes pas chinois, la concession que vous devez faire, c'est de donner effectivement vos brevets, votre savoir-faire. Total, qu'est-ce qui se passe? Le savoir-faire séculaire qu'on a en France sur tel ou tel secteur, on le donne comme ça aux Chinois, mais j'ai rien contre les Chinois, il y a d'autres exemples. On le donne, ils piquent les brevets, et 2 ans après, ils ont toute la technologie dans des secteurs stratégiques, mais aussi dans des secteurs de l'art de vivre, comme les vignobles, comme l'agriculture, les tomates, le vin, etc., etc. Mais ce n'est pas le seul pays. Donc, voilà. Vous vous souvenez qu'il était parti à Pékin en pleine crise de SRAS. C'est tout à fait intéressant. Et il est aussi au directoire d'un think tank qui dépend du Parti communiste chinois. On peut dire qu'il y a quand même une drôle de percussion avec un ancien ministre de Jacques Chirac. Mais bon, il l'assume. Il dit, moi je suis simplement poisson pilote pour l'aviation. C'est aussi un beau sujet, on pourra en parler. Pour les entreprises françaises qui vont se développer en Chine, parce que c'est bien connu, évidemment, on est pour l'Europe, mais on aide les entreprises françaises à se développer dans l'empire du milieu, parce que les entreprises françaises vont faire une OPA sur la Chine, tout le monde sait ça. Alors, on apprend aussi dans ce bouquin, alors je l'ai parcouru en diagonale, il y a des choses que je ne savais pas, comme quoi on ne sait pas tout, loin de là. Vous avez par exemple des anciens ministres de Nicolas Sarkozy. On apprend que Dominique de Villepin a 2 sociétés chinoises à Hong Kong. Je vous parlerai après de Dominique de Villepin. C'est très intéressant ça aussi. Claude Guéant qui est consultant, qui aide aussi les entreprises à comprendre la complexité de la pensée chinoise. Donc ça va aider les gens évidemment à conquérir la Chine. Mais il y a aussi des gens de gauche. Il n'y a pas que des gens, parce que tout ça est parfaitement partagé. Vous avez l'ancien Jean-Marie Le Guen, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, ou Bruno Le Roux. Bruno Le Roux, vous en souvenez, des anciens ministres de François Hollande, qui travaillent eux aussi pour des entreprises franco-chinoises et qui mettent ces entreprises en avant tout à fait les fonctions d'anciens ministres de ces personnes. Voilà un petit peu les choses. Donc je vous conseille ce bouquin, Pierre Thyssen et Régis Soubrouillard. Donc je vous donnerai le titre tout à l'heure. C'est vraiment tout à fait intéressant. La France, Made in China, et c'est chez Michel Lafon. Donc bon, on peut citer aussi Pirelli, Daimler, Volvo, le Club Med, Lanvin, les cristalleries Baccarat, le beurre Saint-Hubert, etc., etc. En fait, ce qui compte, c'est d'aspirer les technologies françaises. Et donc, en contrepartie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter de céder ses savoir-faire. Et donc, ma bonne dame, tout fout le camp. Voilà, voilà. Je voudrais aussi vous parler d'un pays magnifique, un petit pays, 11 500 km², à peu près la Corse, pour dire quelque chose, à l'est de l'Arabie, les Caps de Bordeaux aussi, de l'Arabie Saoudite. Il fait très chaud, l'été, il fait 50 degrés, un petit émirat, le Qatar, qui a obtenu son indépendance en 71, en gros 1,5 million d'habitants, seulement 200 000 qui sont des citoyens qataris. Ce sont les gens les plus riches du monde, ils gèrent leur capital, ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler, ils ont des ressources, ils ne payent pas d'impôts, y compris en France, parce que vous savez, ils ont été dispensés pendant 5 ans, si je me souviens bien, de l'ISF pour ceux qui venaient investir en France, on les a fait venir. Et donc, le Qatar, évidemment, qui utilise en plus une manœuvre immigrée à vil prix pour construire un pays artificiel, mais sorti du sable, mais pourquoi pas. Donc, le Qatar
très actif dans le football. Il prend aussi des participations dans les entreprises du CAC 40, parce qu'on dit toujours, nous fleurons les entreprises du CAC 40. Mais les entreprises du CAC 40, pour l'essentiel, ne sont pas françaises, elles n'ont pas leur siège en France. Et quand on regarde exactement le capital, qui investit en bourse, qui met des participations, quels sont les fonds qui les possèdent, comment elles détruisent au fil du temps l'emploi, où elles sont installées, qu'est-ce qu'elles font exactement de leurs salariés, eh ben, on se rend compte qu'on n'est plus tout à fait dans des entreprises françaises. Alors dans les entreprises du CAC 40, vous avez le Qatar, par exemple chez Vinci, chez Total, chez Lagardère, chez Veolia. Il y avait même une tentative avec Areva qui a échoué. Je ne vous reparle pas d'Areva, je vous en ai déjà parlé lors d'un précédent live. Le scandale Areva rebaptisé Orano, avec Atomic Anne à sa tête. Donc plusieurs milliards. Juan Branco en a aussi pas mal parlé. Donc je vous ai dit, en échange de son soutien, parce que le Qatar appelle ça soutien, il obtient, le Qatar obtient des plus-values, enfin une exonération des plus-values immobilières. Ça leur permet d'acheter à peu près les plus beaux hôtels particuliers en France, à Paris, mais pas que. Aussi Place Vendôme, l'hôtel Lambert, vous vous souvenez sur l'île Saint-Louis. Et petit à petit, là aussi, voilà, Uramine, oui, ça c'est un gros sujet. Petit à petit, voilà comment, après nos entreprises, aussi on vend aussi notre architecture, notre patrimoine, nos vignobles, nos caves de Bordeaux, etc. etc. Donc, ils ont aussi des hôtels, le Royal Manceau, des équipes de foot, des haras en Normandie, etc., etc. Ça s'appelle la mondialisation galopante, et c'est le projet qu'on nous vend, parce qu'avec ça, n'est-ce pas, on est plus fort unis, parce que tout seul, on n'est pas capable de faire face, on ne sait pas élever des chevaux, on ne sait pas construire des immeubles, on ne sait pas construire des églises, et il faut un apport de fonds étrangers, et notamment des grandes démocraties de la planète. Donc, au Qatar, on a vu beaucoup d'allers-retours d'hommes et de femmes politiques français. Ils sont attirés par la chaleur. Dominique de Villepin, Philippe Douste-Blazy, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Fadela Amara, Hervé Morin, Jack Lang. Donc, en fait, ils vont un petit peu comme ça. C'est sans doute pour le soleil, hein. Ils y vont, ils ont besoin de se ressourcer. En fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'ils vont chercher. Donc, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, déjà. Il y a, je pense que vous l'avez lu, j'ai retrouvé aussi ce bouquin qui avait fait du bruit, le bouquin de Malbruno. J'avais aussi travaillé sur le sujet, Mauduit aussi avait pas mal travaillé sur le sujet, Georges Malbruno et Christian Chesneau, qui parlaient des relations un peu troubles, on va dire, entre la France et le Qatar, avec des personnalités politiques de tous bords, de gauche comme de droite, je ne sais pas encore si ça veut dire quelque chose de gauche et de droite aujourd'hui, mais bon, peu importe, puisqu'on retrouve toujours les mêmes personnes. Donc, vous avez, par exemple, un groupe d'amitié. Comment ça se loge? France-Qatar, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure, des groupes d'amitié. Donc, ce sont des députés qui font des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale pour étudier l'économie, la politique, faire des bonnes relations entre les pays. Et puis, dans ce groupe d'amitié, à Noël, ils ont tous eu des belles Rolex. Et si à 50 ans, tu n'as pas une Rolex, c'est que tu n'as pas réussi ta vie, des billets de 500 € qui pleuvent, etc., etc., etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je reprends, j'avais noté une phrase, voilà, de Christian Chesneau sur Jean-Marie Le Guen, qui voulait imposer une agence de communication pour gérer des déclarations d'hommes politiques, pour contrôler un petit peu les déclarations au Parlement qui seraient critiques vis-à-vis du Qatar. Donc, ça, c'est tout à fait
intéressant. Alors, ce qui est intéressant, n'est-ce pas aussi, c'est, je vous parlerai ensuite de Fleur Pellerin, parce que ça c'est intéressant, ancienne ministre de la Culture. Et je voulais vous parler aussi, par exemple, vous vous souvenez tous, de notre ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, flamboyant, n'est-ce pas, ce grand peuple, vous vous souvenez tous de son fait d'armes à la tribune de l'ONU. C'est d'ailleurs bien ce qu'il a fait, c'est peut-être la seule chose qui restera de cette période Chirac-Villepin, pour interdire, pour ne pas s'allier aux Américains pour aller frapper les gens en Irak. Je dis juste aujourd'hui, regardez comment c'était avant, regardez aujourd'hui, que ce soit en Libye, en Syrie, en Irak, regardez, on a déstabilisé complètement des régions avec des va en guerre que je ne nommerai pas, que vous connaissez tous, qui sont comme ça en errance et qui veulent sans arrêt imposer des guerres. On se demande bien pourquoi, à l'échelle de la planète et toujours dans les mêmes zones d'influence. Alors ce qui est intéressant, c'est que M. de Villepin, quand il a quitté Matignon, il est par courtoisie, on va dire, il est devenu avocat d'affaires. Et son principal client, il n'a pas les compétences d'avocat, oui, BHL, tout le monde a compris. Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu avocat, c'est fantastique, un avocat d'affaires, je ne sais plus combien il fait, 2,5 millions par an, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a 2 salariés, lui et une assistante de mémoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas trop développer parce que je serai trop long. Mais vous avez M. Raffarin, M. de Villepin, mais plein d'autres, plein de ministres, je vous donnerai aussi d'autres exemples, qui, à la tête de l'État, ont à connaître des entreprises, effectivement, par exemple Vinci pour les autoroutes et compagnie, ont à connaître des dirigeants de pays qui sont loin d'être des démocraties. Donc, ils vous font des leçons de morale, toujours au nom des droits de l'homme. Il ne faut pas intervenir là, il ne faut pas vendre des armes, il faut garder nos fleurons industriels, vive l'Europe, vive l'Europe. Et vous retrouvez ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils embarquent leur carnet d'adresses, parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Ils montent soit des cabinets d'avocats, soit ils deviennent lobbyistes, puisque vous avez vu qu'il y a des espèces d'équivalence, l'Assemblée nationale a voté ça. Vous n'avez plus besoin de passer des concours, vous n'avez plus besoin de passer l'examen. Vous avez été parlementaire, vous pouvez devenir avocat d'affaires. C'est vraiment magnifique. Et donc, tout ce qui appartenait aux Français, tout ce que vous avez fait au nom, en contrepartie, du patrimoine de l'État pour défendre le patrimoine de l'État, mais ensuite, vous allez, avec des pays, tracter, faire des tractations, et ensuite, vous vous retrouvez, voilà, dans des conflits d'intérêts. Encore une fois, une notion juridique difficile à établir. Je voudrais vous dire, bon, je prends quelques exemples qui me sont venus comme ça, que je connais un peu, après je répondrai à vos questions. Fleur Pellerin, ex-ministre de la Culture, que j'avais connue à l'occasion d'ailleurs de l'affaire, je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas en faire une tartine, numéro 23, c'est des histoires de chaînes de télé, elle était ministre de la Culture à l'époque, j'avais alerté tout le monde en disant attention, cette chaîne c'est une magouille, elle va être revendue. Elle connaissait très bien le monsieur Ouzelot qui avait obtenu du CSA cette chaîne. J'ai essayé d'alerter, il ne s'est rien passé. Alors cette dame qui avait fait d'ailleurs des crises pour avoir un beau bureau parce qu'elle ne voulait pas aller à un certain endroit, elle voulait être dans l'hôtel particulier. Quand elle a succédé au précédent ministre, donc voilà, elle dit moi je veux être là et tout. La presse en avait un petit peu parlé. Elle était au numérique aussi, une entreprise, une société de conseil en investissement qui s'appelle Corelia Capital, et elle est soupçonnée, elle aussi, de prise illégale d'intérêts concernant ses liens avec l'entreprise sud-coréenne Naver Corporation. Pourquoi? Parce qu'elle a été amenée à traiter avec cette entreprise quand elle était
en poste quand elle était ministre. Puis elle a levé 100 millions d'euros auprès du géant de l'Internet coréen. Je vous rappelle qu'elle était ministre du numérique pour son propre fonds d'investissement. Et là encore, c'est toujours la même histoire. L'idée, c'est de fabriquer des champions numériques en France et en Europe pour lutter contre les GAFA. Alors voilà, c'est toujours, quand M. Raffarin travaille pour des entreprises françaises en Chine, c'est pour défendre l'excellence française en Chine, et quand Mme Fleur Pellerin crée des fonds, lève des fonds, crée une société de conseil d'investissement, lève des fonds avec des entreprises qu'elle a eu à connaître quand elle était ministre du numérique, c'est, n'est-ce pas, pour défendre les entreprises françaises et pour lutter contre les GAFA. Je me demande de quoi on parle. Alors, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui avait été créée par François Hollande, avait saisi le PNF, le Parquet national financier, a saisi pour enquêter sur la question. On lui reproche quoi, Mme Pellerin? De ne pas avoir tenu compte des réserves de la Haute Autorité au sujet de sa reconversion vers le privé, après je vous dirai, en prenant donc, je cite exactement, j'ai la note là, pour client une entreprise privée avec laquelle elle avait conclu un contrat ou formulé un avis sur un contrat alors qu'elle était ministre. Mais je peux vous en trouver des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Il suffit de chercher et d'enquêter un petit peu. Et deuxièmement, d'avoir ensuite conclu un accord avec le groupe sud-coréen Naver Corporation pour son fonds d'investissement. C'est ce que je vous ai expliqué. C'était en octobre 2015, elle était partie, alors qu'elle était ministre de la Culture et de la Communication, un projet de partenariat en vue de la diffusion par le groupe asiatique des événements de l'année France-Corée. C'est parce que c'était l'année France-Corée, donc voilà, elle avait créé cette société. Et un mois plus tard, elle avait signé pour le gouvernement français une lettre d'intention avec Naver pour l'hébergement de contenu vidéo en lien avec cet événement France-Corée. Bon, voilà, j'arrête ici pour Fleur Pellerin, mais c'est pour vous donner un peu des exemples, à gauche, à droite, etc., dans différents secteurs d'activité. Je peux aussi vous parler, par exemple, vous vous en souvenez tous, de Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé. Une nouvelle information judiciaire qui avait été ouverte en 2014 sur les relations avec les laboratoires Servier. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, il y avait eu des perquises, on avait retrouvé des lettres où Philippe Douste-Blazy remerciait les laboratoires Servier de l'avoir aidé pour un forum européen, parce que bien sûr, c'est toujours pour l'Europe, tout ça, c'est toujours au nom d'intérêts extraordinaires. En fait, je vais vous dire comment ça se passe et je vais vous raconter les choses de l'intérieur. Quand moi, j'ai quitté Le Figaro en 1993, parce que je voulais faire de la politique, pour moi, l'Assemblée nationale, j'ai vite changé d'avis, c'était le temple de la politique où on pouvait... moi, j'ai grandi là-dedans, je voyais chez mes grands-parents, mon grand-père qui regardait le mercredi les questions d'actualité, etc. Je dis waouh, je voyais toujours ces deux têtes, là, la République, ça me fascine. Donc je passe la sélection, on était, je sais pas, une vingtaine, puis une dizaine, à la fin on était deux, c'est moi qui suis choisi, et je travaille avec un député, je commence, qui s'appelle Patrick Ollier, le mari de Michel Alliot-Marie. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit combien vous voulez. Je dis écoutez, moi je suis pas trop un homme d'argent, je gagnais ça au Figaro, je veux pas plus, je veux la même chose. Il dit mais très bien, c'est ce que je donnais à votre prédécesseur. Je vous fais des révélations un peu explosives hein, aujourd'hui, parce que j'en ai marre de lire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et j'en ai marre de voir tous ces trolls qui nous parlent sans arrêt de moralisation de la vie publique, etc. Donc moi je vais vous raconter exactement du vécu, comment ça se passe dans l'intérieur. Et donc je suis embauché, il me dit très bien, je donnais ça à votre prédécesseur.
J'arrive au mois de mars, je lui fais grâce des 15 jours de travail. Je dis, bon, j'apprends, il n'y a pas grand-chose à apprendre, mais bon, mettons. Avril, toujours pas payé. Mai, toujours pas payé. Juin, toujours pas payé. Je dis, attendez, là, il y a quand même un petit problème. Ça fait plusieurs mois que je travaille et je ne suis pas payé, alors qu'on s'était mis d'accord. Tout travail mérite salaire. Je ne sais pas pourquoi vous faites cela. Il me dit, ah, mais non, je vais vous expliquer comment ça marche. Il me dit, appelez de ma part tel monsieur et il vous expliquera. J'appelle ce monsieur le docteur Estivals, avec un S à la fin. Il me donne rendez-vous et je me retrouve avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, dans un hôtel particulier, avec des gens en livrée, un peu, hein, vous savez, comme un peu à l'ancienne, là, comme M. Balladur aimait bien un petit peu ce faste, là, vous voyez, comme les chaises à porteurs, hein, comme le décrivait, le dessinait Plantu. Et donc je me retrouve avec ce monsieur, avec des gens qui nous servent, etc., dans une grande table comme ça. Il était à l'autre bout, moi j'étais là. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, mais écoutez, moi voilà, je travaille avec un tel et tout. Et il m'a dit de venir vous voir. Alors je ne comprends pas bien qui vous êtes. Il me dit, ben moi je suis les laboratoires Servier, j'ai une association, j'avais un accord avec votre prédécesseur. Et donc, je veux bien aller au bout de cet accord. Le prédécesseur, mon prédécesseur, auprès de... Non, j'ai pas enlevé mon pantalon, jamais. Auprès de Patrick Ollier, il n'était autre qu'un certain Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre, qui est aujourd'hui un actif partisan des réseaux numériques En Marche, qui dit le bien et le mal, qui vous troll sur... les réseaux sociaux. Et donc j'ai dit, ah bon, donc entre-temps, lui, il n'était pas resté avec Patrick Ollier parce qu'il était devenu chef de cabinet adjoint ou chef de cabinet tout court de Nicolas Sarkozy quand celui-ci était ministre délégué au budget. Donc le type me donne, bon, je déjeune avec lui, un type très sympa, monsieur Estivals, le docteur Estivals. Il me donne son chèque, il me dit surtout, vous ne le déclarez pas. Alors, il me fait un chèque, il ne le déclarait pas. Je dis, bah si, je l'ai quand même déclaré. Et donc, j'ai été payé comme ça et je suis parti. J'ai eu, à l'époque, en tout et pour tout, 15 000 francs pour 3 mois, 4 mois de travail. Et après, je me suis tiré parce que je n'ai plus été payé. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour ma petite histoire, c'est pour vous montrer qu'après, les 2 lois sur le financement des partis politiques en France, où une loi de 90, une loi de 92, où on interdisait aux entreprises de financer les partis politiques. Eh bien, je peux vous dire que tous les partis politiques, que du PS en passant par l'UDF et ses succès d'année jusqu'au RPR, mais en fait, pendant des années, et aujourd'hui c'est plus subtil, je vous dirai comment, les gens étaient payés encore par des entreprises. Alors on peut vous dire, premièrement, ça c'est illégal. Mais ce n'est pas le seul problème. Parce que quand vous avez des laboratoires pharmaceutiques comme ça, qui financent la vie publique, qui financent les politiques et les politiciens, quand vous avez Servier, par exemple, mais il y en a d'autres, qui font les carrières des uns et des autres, qui sponsorisent des colloques, qui sponsorisent des actes qui se passent à l'Assemblée nationale, qui payent des billets d'avion, etc. Ensuite, vous avez ces gens qui deviennent, en l'occurrence Douste Blazy, ministre de la Santé, et vous avez effectivement tout un tas de conflits d'intérêts, parce que vous avez le gros sujet qui est l'autorisation de la mise sur le marché des médicaments. Il faut savoir qu'un médicament qui est déréférencé par la haute autorité, par exemple, qui n'est plus remboursé par la sécurité sociale, ce médicament est mort. Ce médicament est mort, donc il faut sans arrêt faire du lobbying, financer les carrières des ministres, financer les carrières des députés,
qui ensuite vont vous renvoyer l'ascenseur. Et vous avez vu que, ironie de l'histoire, il y a eu un poste qui a été créé à l'Assemblée nationale, un poste de déontologue, et nous nous sommes rendus compte que la déontologue travaillait pour l'industrie pharmaceutique, puisqu'elle était à la fois déontologue de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle conseillait, elle avait un bureau à l'Assemblée, hein, elle conseillait les députés sur ce qu'ils pouvaient faire, pas faire en matière de déontologie, où ils avaient travaillé, est-ce que ça présentait un conflit d'intérêts, est-ce que c'était dangereux pour la démocratie, etc. Elle donnait des avis et elle-même était payée par l'industrie pharmaceutique parce qu'elle défendait des sociétés pharmaceutiques. Voilà encore un autre exemple. Donc je vous ai donné l'international avec le Qatar et tout ce qui en découle. Je vous ai donné un petit peu dans le domaine de la culture, du numérique. Je vous ai parlé de la Chine. Je vous parle maintenant de la santé. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Je ne vais pas vous parler de Saint-Gobain qui risque d'être vendu encore à l'étranger. Encore une fois, mon but n'est pas d'attaquer les entreprises françaises. Au contraire, simplement, il faut faire la part des choses. On ne peut pas vendre, quand je vois par exemple Plastic Omnium aujourd'hui. Donc par exemple, je prends l'exemple de M. Raffarin. M. Raffarin qui aujourd'hui vous vend de l'écologie, du développement durable, etc. Mais il travaille pour Plastic Omnium, magnifique entreprise qui a son berceau dans la région lyonnaise. Oui, mais alors, si vous faites ça, et que vous allez défendre les intérêts finalement, au final, des Chinois, et qu'ensuite en France, vous nous vendez la République en marche pour une meilleure planète, pour le climat, pour l'écologie, je dis que c'est simplement se moquer du monde. La même chose pour les médicaments, la même chose pour le numérique, la même chose pour les GAFA, la même chose pour les armes, la même chose pour les vignobles, la même chose pour les hôtels particuliers, la même chose pour les banques, la même chose pour les entreprises du CAC 40. Vous avez toujours ces mêmes personnes, des hauts fonctionnaires, avec les mêmes écoles, des ministres qui se retrouvent à la fois dans le privé, à la fois dans le public, et qui font des va-et-vient incessants. Et après, on vous dit tout ça, que c'est au nom des Français, du peuple français, pour l'intérêt général. Voilà quelques exemples. Je voulais aussi vous parler, par exemple, comment ça se passe, la politique étrangère, des choses que j'ai vécues de très près à l'Assemblée nationale. C'est parce que je vous ai parlé de Patrick Ollier tout à l'heure, et je trouve ça, c'est tout à fait prodigieux. Il avait créé un groupe d'amitié France-Libye. Et donc, bon, c'est lui qui gérait tout ça, il allait souvent en Libye, il dit Mouammar Kadhafi l'appelait mon frère, et donc tout ce processus a abouti à la réception de Mouammar Kadhafi. À l'époque, je travaillais 130 rue du Faubourg Saint-Honoré, tout le quartier est bouclé, et je dois dire que cette semaine-là, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie, par tous mes pores, la honte d'être français. Ça n'a pas fait beaucoup de polémique. Vous aviez tous les politiques là qui venaient se prosterner sous l'attente de M. Kadhafi. On disait, mais c'est quand même un terroriste. On était quelques-uns à avoir enquêté. Je vous dirais, qu'est-ce qu'on a sorti après? Il y avait des gens de match aussi qui avaient fait leur boulot. Et qu'est-ce qui se passait? Ils venaient prendre le thé, n'est-ce pas, à 17h, sous la tente de M. Kadhafi, avec les Amazones, hein, les bleues, les vertes, les rouges, les bérets de toutes les couleurs. C'était sa garde rapprochée. Et donc, j'ai dit, mais j'étais pas le seul, mais c'est un petit peu choquant, on ne peut pas circuler. C'est quand même un terroriste. Et puis non, je me souviens par exemple de Patrick Ollier qui disait, mais je lui ai offert l'esprit des lois de Montesquieu. Il a changé. C'est plus le même homme. C'est devenu un démocrate. Voilà, premier exemple. Donc il faisait, ce monsieur, Patrick Ollier, des allers-retours à Tripoli. Il était accueilli comme un prince, hein, comme un roi, avant d'être exfiltré, parce qu'il y a Djouri dans l'histoire, etc. Après, des gens d'un autre calibre sont venus pour faire des affaires, et tout ça a abouti
au financement de la campagne. Vous le savez, Mediapart et moi aussi avons enquêté sur le sujet. On a sorti un certain nombre de dossiers là-dessus. Et puis quand les gens ont commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé? On a attaqué la Libye et on retrouve encore M. Bernard-Henri Lévy. Mais bien sûr, c'est au nom des droits de l'homme. Les gens qui voulaient parler, ils ont été assassinés. Et effectivement, il y a même un ministre qu'on a retrouvé entre Rhin et Danube après, alors qu'il faisait son footing. Je n'en dirai pas plus sur le sujet. Alors, continuons quand même sur ce sujet. C'est quand même très intéressant, puisqu'il y avait les carnets du général Rondeau, c'est une autre histoire, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc vous aviez des va-et-vient incessants comme ça. Donc il y a la DGSI, les clignotants commençaient à être au rouge. Ce monsieur qui faisait des affaires au nom, n'est-ce pas, de la France, avant, comme je l'ai dit, d'être exfiltré. Et on a commencé, c'était un petit groupe là, à s'intéresser à qu'est-ce qui se passait avec ces fameuses Amazones de M. Kadhafi. Ben moi, je vais vous le dire ce qui se passait. Les fameuses Amazones de M. Kadhafi, c'était des esclaves sexuels. Et donc, elles étaient droguées, lui prenait du Viagra, il lui en fallait 4 ou 5 par jour. Il allait les chercher, il envoyait sa police, sa milice dans les villages, il les arrachait aux parents. Il tuait les frères s'ils parlaient, s'ils disaient quoi que ce soit. Et pendant des années, tout le monde s'est extasié sur ce régime avec quand même... Ah oui, ils ont fait un peu des attentats, mais c'est quand même pas mal. Regardez, ils sont sur la voie de la démocratisation. Mais si on ne les reçoit pas, qui va les recevoir? On ne peut pas comme ça ostraciser un pays. Et il lit Montesquieu, on boit le thé, c'est un homme cultivé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le monde effaré, alors qu'on a essayé de sortir les infos. Une fois qu'il était mort, ben, tout le monde pouvait bien voir qu'il était mort et les choses sont sorties. Tous les gens qui sont allés se prosterner, en fait, sont allés voir à la fois un terroriste qui avait financé des campagnes et qui violait 4 à 5 filles par jour en les droguant. Il y en avait quelques centaines. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc, évidemment, on a vendu pas mal de technologies, parce qu'on devait tout obtenir de la Libye, et on n'a rien eu. Il nous a fait des gros sourires, il a financé une campagne, et quand ça s'est mal fini, eh bien, vous savez exactement ce qui s'est passé. Autre exemple, et peut-être que je vais arrêter là, parce que c'est vrai qu'il faudrait des tonnes et des tonnes. J'avais trouvé à l'époque, écrit un article, enquêté, c'était en 2013, en avril 2013, au cabinet de Madame Taubira. Madame Taubira, à l'époque, elle était très importante, une espèce de figure de la vie politique française. Et donc, j'ai recherché tout à l'heure, parce que ce qui m'avait fait bondir, c'était Pierre Moscovici, vous vous souvenez de Pierre Moscovici, qui avait accusé Jean-François Copé à l'époque de cumuler son activité de député avec celle d'avocat d'affaires. Et donc, qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà, je retrouve là. Nous sommes dans une démarche de vérité. Nous ne tolérons pas les conflits d'intérêts. Ce n'est pas dans ce gouvernement, c'était celui de Jean-Marc Ayrault, hein, que l'on trouvera des avocats d'affaires qui soient en même temps députés. Alors, l'embêtant, mais personne ne m'avait jamais repris, mais aujourd'hui, je vois que ça intéresse, parce que finalement, ces questions-là sont au cœur de la corruption d'État, cœur de la corruption, comme disait l'autre, ils sont la corruption. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, il y avait un conseiller spécial qui s'appelait Jean-François Boutet, au cabinet du garde des Sceaux. Et il était un ancien il s'était connu au PRG, Parti radical de gauche. Il était secrétaire, ce type était secrétaire national et tête de liste à Paris.
Et donc, il est conseiller spécial, quand même dans un ministère régalien, le ministère de la Justice, conseiller spécial auprès de la garde des Sceaux. Et figurez-vous qu'il était en même temps avocat au Conseil d'État. C'est tout à fait extraordinaire. Et à la Cour de cassation, vous savez qu'il y a des avocats spécialisés, il y en a très peu, qui peuvent plaider au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et il était en même temps au cabinet de la ministre. Ça veut dire que parfois, il plaidait pour l'État, pour défendre les intérêts de l'État, et parfois, il plaidait contre les intérêts de l'État. J'avais soulevé la question et ça n'avait rien fait, mais peut-être parce que ce monsieur était le fils de Jacques Boutet, ancien président de TF1 et du CSA, haut fonctionnaire lui-même, qui avait passé une grande partie de sa carrière au Conseil d'État, avant d'être nommé en juin 81 président directeur général de TF1, à l'époque, chaîne publique. Vous voyez un petit peu, 89, il est présenté, il est nommé président du CSA, on venait juste de créer le CSA, il est resté 6 ans, et quand Michel Boyon, qui avait pas mal œuvré pour offrir des chaînes de télé, notamment à M. Veil et donc à M. Drahi, lui avait rendu un vibrillonnant hommage. Je retrouve ce qu'il avait dit: une personnalité brillante et respectée, inventive et chaleureuse, l'œuvre accomplie sous son impulsion a été essentielle pour affermir l'autorité de l'institution. Voilà, fermez le banc, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Alors, des exemples comme ça, je pourrais aussi vous parler de Françoise Nyssen, magnifique maison d'édition, Actes Sud. Je me souviens, c'était mes premiers souvenirs de journaliste. J'avais fait toute une semaine à Arles, rencontré Chico Bouchiki, Lucien Clerc, des gens exceptionnels, rencontré donc la famille Nyssen, Actes Sud, maison que j'aime bien, etc. Elle est nommée ministre. Bon, il y a eu énormément de conflits d'intérêts, vous le savez. Par exemple, la tutelle du Centre national du livre, bon, ça lui a été retiré et c'est Édouard Philippe qui l'avait reprise du coup, mais aussi des subventions, plus de 100 000 € qui avaient été touchées par le Centre national du livre. Voilà, la boucle, encore une fois, est bouclée. Et celle-là, pour une fois, c'était tellement public, plus les travaux qu'elle avait fait, ça lui a coûté son poste. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais ce ne sont que quelques exemples comme ça que j'ai glanés, que je connais un peu, je pourrais vous en dire plus de l'intérieur. Ce qui est tout à fait préoccupant, si on résume un petit peu tout ça, premièrement, c'est faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. On est toujours les premiers, alors on vend des armes, mais n'est-ce pas, on ne les utilise pas. Nous sommes le seul pays au monde à vendre des armes, mais quand on les utilise, c'est de manière défensive. Bon, regardez ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite et le Yémen, mais ce n'est pas nous, ce n'est jamais nous. Et bien sûr, on fait des grandes déclarations. Là tous les éditorialistes, quand il y a une espèce de stimulus pavlovien, quand on dit armes chimiques, alors là, oui, là, ça devient le scandale. On est dans des conflits d'intérêts permanents pour ce qui concerne les médicaments, l'autorisation de mise sur le marché. On dépaisse complètement tous les secteurs stratégiques de la France, que ce soit, vous connaissez l'histoire de Thalès, vous connaissez l'histoire d'Alstom, vous avez vu l'histoire des barrages, vous avez vu l'histoire des aéroports vendus notamment à Toulouse aux Chinois. Bon, ça a été déclaré illégal, le processus est relancé, etc. Donc finalement, tout le patrimoine, on ne défend jamais véritablement nos intérêts. On défend toujours des pays étrangers sans savoir de quoi on parle. Et puis, on vous vend de l'écologie, on vous vend un monde meilleur. Et puis, évidemment, quand on regarde l'histoire du glyphosate, c'est pour ça qu'aussi que Nicolas Hulot, je pense, s'est tiré parce qu'il en avait marre, plus les chasseurs, d'avaler son chapeau. Ben, quand on regarde exactement les liens, qui finance les campagnes, qui finance par exemple le groupe européen, on sait que Monsanto a financé
le groupe dans lequel pourrait siéger La République En Marche, etc., et bien vous vous rendez compte qu'on est de la coupe aux lèvres, il y a vraiment des kilomètres, en fait, c'est une grande coupe et les lèvres sont très loin finalement, et ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, parce que j'en ai marre de lire toujours fake news, mais prouvez-le, etc. Mais moi j'en ai des kilomètres et des kilomètres d'archives, j'ai gardé tous les documents, je peux évidemment, vous savez bien, avec ce que je fais, vous démontrer tout cela. Voilà, on pourrait aussi parler de l'affaire Clickstream et des crocs de boucher, etc., ou des distributions d'enveloppes par le père Bettencourt, qui a distribué des enveloppes à peu près tous les partis politiques dits de gouvernement. Les gens venaient, se servaient, tout ça est connu, et tout ça, bon, même si c'est prescrit et que les gens n'ont pas été poursuivis. Parce que le problème après, si vous voulez, c'est pas simplement, qu'est-ce qu'on vous dit, je vois les questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que vous les avez dénoncés, on vous dit, on vous menace de procès en diffamation. Sur ces questions-là, j'en ai eu des procès que j'ai tous gagnés. Sur ces questions-là, je n'en ai jamais eu de procès en diffamation. Pourquoi? Parce que les faits sont têtus, que les preuves sont là, que quand on avance ce genre de choses, on ne le fait pas comme ça. Moi, je peux vous donner les noms, je peux vous donner les dates, je peux vous donner tous les documents, je le ferai, ils sont en lieu sûr. Mais j'en ai un petit peu marre, je ne suis pas le seul, de lire sans arrêt fake news, à la solde de Poutine, à la solde des Arabes, à la solde des Juifs, à la solde des Américains. Mais en fait, ce sont ces gens-là qui font des affaires. M. Benalla, il est bien en affaires avec quelqu'un, et M. Kras, qui est plutôt dans la mafia russe. C'est pas parce que je dis du bien de RT que je suis dans la mafia russe. C'est pas parce que André Berkoff explique comment le seul journaliste en Europe à avoir interviewé Trump avant l'élection présidentielle, il arrive, il dit il va gagner, je vais vous expliquer pourquoi. On dit vous êtes à la solde de Trump. Mais ça, c'est juste la défaite de la pensée, c'est juste de l'idiotie, c'est juste de l'imbécilité, c'est juste un nuage, un brouillard qu'on vous met en face, et on vous met des hashtags, on vous met des mots comme ça qui vous déprécient pour vous dire pas touche, ne regarde pas. Si vous voulez, un jour, je pense que je vais faire un bouquin là-dessus, etc., pour montrer exactement, secteur par secteur, dans l'agriculture, dans l'énergie, dans les transports, dans la santé, dans les vignobles, etc., dans l'architecture, dans l'immobilier, comment, par les investissements étrangers de pays assez peu démocratiques auxquels on prétend faire la leçon quand on fait des grands discours comme ça à la tribune. Vous avez parlé des droits de l'homme, ah oui, je lui ai parlé des droits de l'homme, si ça continue, il faudra que ça cesse. Pourquoi tout ça est un écran de fumée et pourquoi aujourd'hui il y a urgence à réformer les institutions, parce que ce n'est plus tenable. Voilà quelques exemples, mais comme une fois encore, il y en a des milliers, il faudrait écrire 100 tomes.